Et c'est donc maintenant Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, ça fait des bulles de Laurent Street. Brochet et Saumon étaient inspecteurs de police. Leurs collègues du commissariat les surnommaient la patrouille des poissons et n'arrêtaient pas de faire des jeux de mots pleins de finesse. Brochet était un grand gaillard un peu gras, aux épaules larges. Saumon était grand et maigre. Il avait les dents saillantes, si bien que sa bouche n'était jamais tout à fait fermée. Il reniflait sans arrêt et parlait du nez. Tous deux avaient pris l'habitude de s'arrêter chaque matin devant le chantier de démolition et de regarder les ouvriers abattre les murs des vieilles maisons. Oui, chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, ils poussaient jusque-là. Ils connaissaient de vue un certain nombre d'ouvriers et leur lançaient parfois un bonjour ou toute autre banalité. Ce jour-là, ils avaient eu du travail pendant toute la matinée et n'avaient pas pu se rendre sur le chantier de démolition avant 2 heures de l'après-midi. Ils stationnèrent de l'autre côté de la rue. C'est alors que le machiniste de la grue les héla. « Dites donc, c'est pour l'histoire de ce matin que vous venez ?»« Quelle histoire ?» demanda Saumon. « Un mec qui a trouvé des bijoux et qui s'est barré avec le magot. »« Sans blague. » Saumon et Brochet se dirigèrent vers la cabane où Paul Dorland, le chef de chantier, dirigeait les travaux de démolition. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs ?»« C'est au sujet du magot, » dit Brochet. « Qui l'a trouvé ?»« Ah, c'est donc ça. C'est Tony Amalfi. Vous n'allez peut-être pas mettre la main dessus tout de suite, hein. Moi non plus, d'ailleurs. Allez, entrez. » Dorland ramassa une batte de baseball avant de traverser le trottoir éventré, et il entra dans ce qui avait été autrefois un magasin. Il frappa une planche de sa batte de baseball pour en vérifier la solidité. On ne sait jamais si ces planches sont pas complètement pourries. Après avoir traversé 2 ou 3 appartements à des stades divers de démolition, ils en atteignirent un où travaillait une équipe d'ouvriers. « Hé les gars, ces messieurs sont de la police, ils voudraient vous parler. » C'est Brochet qui procéda à l'interrogatoire. On lui raconta alors que Tony Amalfi était en train d'abattre la cheminée ce matin quand il avait trouvé, dissimulé dans une cavité, un petit coffret noir. Les uns disaient que c'était des bijoux, d'autres penchaient plutôt pour de l'argent ou de vieux documents. La seule chose certaine, c'est qu'Amalfi avait trouvé un coffret, que cette trouvaille l'avait fortement ému, qu'il l'avait fourré dans sa gamelle et qu'il avait quitté le chantier. Saumon et Brochet notèrent l'adresse de Tony Amalfi et remontèrent en voiture. Ils furent occupés tout l'après-midi et n'eurent pas le temps de penser à l'ouvrier en fuite. D'ailleurs, ça n'avait pas grande importance. Amalfi n'avait certainement pas les relations nécessaires pour écouler des bijoux de valeur, et s'il essayait de filer avec son trésor, il se ferait pincer. Le lendemain matin, après une enquête sur un cambriolage, le commissaire les envoya dans une ruelle donnant sur le boulevard de la Libération, où l'on avait découvert un cadavre. La ruelle était un cul-de-sac entre 2 immeubles, dont l'un abritait un restaurant italien. L'agent en uniforme leur fournit quelques éclaircissements. Le personnel du restaurant sortait les poubelles le soir et les laissait là pour la nuit. Le matin, le commis de cuisine les traînait jusqu'au trottoir, où elles étaient vidées vers 10 heures par les éboueurs. Le commis avait vu le cadavre en sortant les poubelles. L'homme était couché sur le ventre, la boîte crânienne défoncée. Brochet se pencha pour tâter le poignet de la victime. « Il est froid. Il est mort au cours de la nuit. »« Il a été tué là-bas, à mon avis, » dit Saumon en désignant des flaques de sang à l'entrée de la ruelle.
On l'a tiré jusqu'ici et on l'a caché derrière ces boîtes à ordures pour qu'on le trouve que ce matin. C'est drôle. Je suis sûr que j'ai vu ce type-là quelque part. La boîte à ordures avait dû être jetée brutalement sur le ciment, car la pâte de fromage provenant du restaurant avait giclé sur le sol et sur le mur de briques. Soudain, Saumon s'écria « Je suis sûr que c'est lui, c'est Tony Amalfi. Il a dû trouver un véritable magot, dis donc. C'est pour ça qu'on l'a tué. Oui, à mon avis, c'est là le mobile du crime. » Oui, c'était sûrement le mobile du crime. Mais qui était l'assassin? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Il n'y avait pour l'instant rien d'autre à faire qu'attendre l'arrivée du commissaire et des gars du laboratoire. Mais Brochet se pavanait, faisait l'important, faisait du zèle. Il inspectait tout, jetant des regards inquisiteurs un peu partout. Soudain, Saumon l'appela. « Hein, Brochet, regarde. Il y a un type qui a marché dans les détritus et il nous a laissé une magnifique empreinte. Regarde cette empreinte de talon. Parfaite, hein? » Brochet se pencha. Il allait avancer, mais il se retint. Il leva la jambe un peu gauchement et étudia le dessin de son propre talon de caoutchouc. « C'est le mien, imbécile! Je viens de marcher dans les ordures. » Il se mit à nettoyer avec soin son talon. 2 minutes plus tard, on entendait hurler la première sirène. Le commissaire écouta le rapport de Saumon et de Brochet. « Messieurs, vous connaissez la victime et le mobile du meurtre. À vous de jouer. Et bonne pêche, messieurs. » Tout à coup, Saumon se sentit tiré par la manche. C'était un petit garçon. « Monsieur, j'ai trouvé ça derrière une des boîtes en carton, là. » Il désignait du doigt des boîtes pleines d'ordures ménagères déposées à l'entrée du passage. Puis, il tendit à Saumon une gamelle. Eh oui, une gamelle vide. Saumon l'examina. La surface de la gamelle était marbrée et ne pouvait donc conserver aucune empreinte digitale. Il y avait une tache de fromage sur l'un des coins. Quelques minutes plus tard, Brochet vint s'asseoir sur le siège avant de leur voiture, à côté de Saumon. « Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? »« On va au domicile d'Amalfi. Le commissaire va s'informer du nom du locataire de l'appartement en démolition où le coffret a été trouvé. Et nous le dira aussitôt qu'il l'aura appris. » « Bon, d'accord, allons-y. » Tony Amalfi habitait dans un immeuble à l'autre bout de la ville. Sa femme vint le rouvrir. « Vous venez pour Tony ?» demanda-t-elle aussitôt qu'ils eurent décliné leur identité. « Je suis très inquiète. Il n'est pas rentré de la nuit. »« Où est-ce qu'il devait aller ?»« Il ne me l'a pas dit. »« Il avait trouvé un petit coffret pendant son travail, madame. Qu'est-ce qu'il contenait, ce coffret ?»« Je ne sais pas, monsieur. Il est rentré tôt, vers 5 heures. Il est resté près du téléphone. On lui a téléphoné 2 fois. Personne lui téléphone aussitôt, d'habitude. »« Qui c'est qui lui a téléphoné, madame ?»« Je ne sais pas. J'étais dans la cuisine. » Et quand est-ce qu'il est sorti? Juste après le dîner. Il a pris sa gamelle et m'a averti qu'il rentrerait peut-être tard. Mais jamais il ne passe la nuit dehors. Ce n'est pas un homme à faire ça. Dites, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été assassiné, madame. Bonsoir, madame. En revenant vers la voiture, Saumon se souvint soudain de la gamelle que le gosse avait trouvée dans la ruelle ce matin. « Je vais la montrer à madame Amalfi pour savoir si c'est bien celle de son mari. » Il prit la gamelle et se dirigea vers la maison. Il en revint 5 minutes plus tard. « Oui, c'est bien la sienne. » Il remplit une petite fiche qu'il attacha à la poignée de la gamelle, puis il décrocha le téléphone pour faire son rapport. Le commissaire lui apprit que l'appartement où Amalfi avait trouvé le coffret était loué à un certain Lopez. D'après le propriétaire, Lopez avait disparu il y a 1 an sans régler son loyer. Toujours d'après le propriétaire, Lopez travaillait à la compagnie des téléphones. Le commissaire demanda à Saumon d'essayer d'avoir le plus de renseignements possible sur ce Lopez auprès de la compagnie des téléphones.
D'accord, commissaire. Dites, pendant que j'étais chez Amalfi, la voisine m'a raconté qu'une voiture a stationné de l'autre côté de la rue la nuit dernière. Elle stationnait tout feu éteint, mais il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il fumait. La voiture, c'était une Renault 30, bleu marine. À la compagnie des téléphones, Saumon et Brochet virent un chef de bureau qui se montra assez aimable et alla chercher le dossier de Lopez. Oh, il y a plus d'1 an qu'il est plus chez nous. Pourquoi est-ce qu'il a quitté son emploi? C'est confidentiel, inspecteur. Confidentiel? Foutez de moi ou quoi? Saumon arracha la feuille des mains du vieil homme et il lut « Congédié pour motif grave ». Il aurait parié gros que Brochet avait la même idée que lui. Un motif grave? Branchement sur table d'écoute, sans aucun doute. En fin de journée, le nouvel élément de l'enquête leur vint du standardiste du commissariat. Rendez-vous au marchand de poste de télévision, 13 rue des Oliviers, et interrogez Peter Milano. Amalfi a essayé de le contacter hier. Peter Milano les attendait. Il leur dit qu'il était le neveu de Tony Amalfi. Son oncle était passé chez lui pour le voir la veille, vers 2h30 de l'après-midi. J'étais pas là, il m'a laissé un mot pour me dire qu'il attendrait au café d'Iquam pendant quelque temps, qu'il devait absolument me voir. Ah bon? Et à quel sujet? Il me l'a pas dit. Je suis rentré un peu après 5 heures et je lui ai téléphoné. Il m'a demandé s'il pouvait passer chez moi pour se servir de mon magnétophone. Il a insisté, il disait que c'était très important et qu'il viendrait juste après le dîner. En fait, il n'est pas venu. Est-ce que vous avez dit pourquoi il voulait votre magnétophone? Est-ce qu'il avait dit quelque chose au sujet de la bande magnétique qu'il voulait entendre? Non, il m'a rien dit. Vous savez, c'était un brave homme, mais il n'a pas pu être mêlé à une escroquerie. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agissait d'une escroquerie? Ben, je ne sais pas, inspecteur. Il a été tué, pas vrai? Alors, on peut imaginer des tas de choses. Au commissariat, le commissaire attendait Brochet et Saumon dans son bureau. J'ai ici les rapports du médecin légiste du laboratoire, messieurs. Il y a un petit détail auquel vous feriez bien de penser. Les gars du labo ont trouvé une empreinte sur la gamelle. Et savez-vous de qui elle est? Eh bien, c'est celle de l'un de vous deux. Il y avait un peu de fromage sur la boîte et c'est là-dessus qu'ils ont trouvé l'empreinte. Ils ont trouvé également des éclats de bois dans le crâne d'Amalfi. Nous savons donc que celui-ci a été tué avec une sorte de massue. Les gars du labo disent que c'est un bois dur de couleur brune. Amalfi a été tué vers 11h ou minuit, peut-être un peu plus tôt, mais pas après minuit. Quant au dénommé Lopez, il s'est littéralement volatilisé, aucune trace. Mais ça commence à prendre tournure. Souvenez-vous, messieurs, il y a eu cette affaire de table d'écoute l'an passé. Dans cette affaire, c'était le commissaire qui avait démasqué un certain nombre de policiers marrons qui avaient trempé dans ce racket. Une épuration terrible avait suivi. Lopez était peut-être un des techniciens qui avait branché les tables d'écoute. La compagnie des téléphones, de son côté, a fait une enquête et a flanqué un certain nombre de types à la porte. Je parierais que Lopez était du nombre. Il était vraisemblablement entré en possession de l'une des bandes magnétiques où se trouvait enregistrée une conversation téléphonique. Il l'incriminait certainement quelqu'un. Quand Lopez a été mis à la porte, il s'est vu à court d'argent et a décidé de faire chanter cette personne. Mais au lieu d'empocher de l'argent, il s'est bel et bien fait descendre. Mais il avait laissé la bande ou un repiquage de la bande dans son appartement. Elle est restée cachée dans la cheminée jusqu'à ce que cet Amalfi la trouve au cours des travaux de démolition. Et je suppose qu'Amalfi est entré en rapport avec cette personne qui avait descendu Lopez et qu'il a essayé de le faire chanter à son tour. Voilà le mobile du meurtre, messieurs. À mon avis, l'assassin a récupéré la bande et l'a détruite. Mais voyons, commissaire, comment est-ce qu'Amalfi savait qui était ce type? Il n'avait pas pu écouter l'enregistrement puisqu'il n'avait pas réussi à rencontrer son neveu et à se procurer un magnétophone. À cette supposition, messieurs, nous savons qu'Amalfi a reçu 2 coups de téléphone hier, dont l'un de son neveu. Le second venait de quelqu'un qui savait qu'il était rentré de bonne heure et qui savait peut-être aussi qu'il avait trouvé la bande magnétique. Voyons, qui répond à ces 2 conditions?
Ben, il avait ses camarades de chantier, patron. Mais je vois pas comment il pourrait marcher dans une histoire pareille. Non, voyez, je repense à ce rapport du laboratoire. Patron, est-ce qu'on peut savoir si les esquilles de bois trouvées dans le crâne d'Amalfi proviennent d'une batte de baseball? Peut-être. Pourquoi? Eh bien, Dorland, le chef de chantier, il en avait une dans sa cabane, patron. Il s'en servait pour vérifier la solidité des planches. Vous voulez qu'on aille le chercher, patron? Oui, c'est ça. Amenez-le-moi, et vite. Avant d'amener Dorland au commissariat, Saumon alla ouvrir la porte du garage. Il vit une Renault 30 bleu marine. Il referma la porte. Quand il revint vers Brochet, il lui fit un petit clin d'œil. Dès qu'ils furent de retour au commissariat, la séance commença. L'interrogatoire, les policiers qui se relaient, le suspect qui se met à table en lâchant ses aveux au compte-gouttes. À 8 heures, Dorland disait qu'il était resté seul chez lui avant de regarder la télévision, qu'il n'avait jamais téléphoné à Amalfi. Quant à la batte de baseball qui était dans sa cabane, Dorland ne pouvait pas en expliquer la disparition. Quelqu'un avait dû la lui voler. À 9 heures, le commissaire avait réussi à impliquer Dorland dans l'affaire des tables d'écoute de l'année précédente. Et enfin, vers 10 heures, Dorland perdait la tête et crachait le morceau. Oui, il avait eu une conversation avec Amalfi qui était parti du chantier. Oui, il savait ce qu'Amalfi avait trouvé. Il s'était douté qu'Amalfi avait en main une affaire intéressante et il avait voulu en profiter. Il lui avait donc téléphoné assez tard dans l'après-midi et Amalfi avait promis de lui apporter la bande magnétique, mais il n'avait pas tenu sa promesse. Oui, la voiture en stationnement était bien la sienne. Il admettait qu'il avait cherché à voir Amalfi, mais il affirmait qu'il l'avait manqué. Il ne l'avait pas vu après le coup de téléphone. Il avait attendu de 8 heures du soir à un peu plus de 11 heures et finalement, il avait renoncé et était rentré chez lui. Il fut absolument impossible de lui en faire dire davantage au cours de l'heure suivante. Comprenant que Dorland ne ferait plus aucun aveu, le commissaire emmena Brochet et Saumon dans son bureau pour une petite pause café. Les 3 hommes étaient épuisés, vidés et n'avaient plus beaucoup d'espoir. Nous le tenons, mes enfants, mais il résiste encore. Même si le labo prouve qu'Amalfi a été tué avec une batte de baseball, comment prouver que cette batte appartenait à Dorland et que c'est Dorland qui a frappé? Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est une idée lumineuse. Ce qui est drôle, patron, dit Saumon, c'est que je le crois, moi, Dorland, quand il dit avoir attendu Amalfi jusqu'à 11 heures et être rentré chez lui sans l'avoir vu. Quoi? Dit Brochet. Tu le crois, mais t'es fou, pourquoi? Parce que cette affirmation le met en danger. Voyons, s'il est coupable, pourquoi est-ce qu'il n'a pas prétendu qu'il a stationné jusqu'à 1 heure ou 2 du matin? Ça lui ferait un excellent alibi. Mais où voulez-vous en venir, mon petit Saumon? Le neveu? Saumon baissa les yeux et se mit à feuilleter nerveusement les papiers posés sur le bureau du commissaire. Celui du dessus était le rapport du labo sur l'empreinte de doigt relevée sur la trace de fromage sur la gamelle. Il lut les phrases concises et, tout à coup, son cœur se mit à battre. Il savait maintenant. Il avait tout compris. Ses soupçons étaient justes. Non, patron, pas le neveu. Je veux parler de nous, de Brochet et de moi. Nous aussi, on savait qu'Amalfi avait trouvé cette bande magnétique. Voyez, patron, l'an passé, vous avez inculpé plusieurs policiers dans cette affaire de table d'écoute. Mais, apparemment, vous en avez laissé courir au moins un. Celui qui a descendu Lopez et Amalfi. Voyez, commissaire, quelqu'un a essayé de faire accuser Dorland. Ce quelqu'un savait qu'il possédait une batte de baseball et il l'a utilisée. Voyez, patron, moi, la nuit dernière, j'ai été invité chez des amis à fêter un anniversaire et une douzaine de personnes dignes de foi peuvent témoigner qu'ils m'ont vu toute la nuit. Mais toi, Brochet, où étais-tu? Mais t'es cinglé, dit Brochet. T'es cinglé, quelle preuve tu as? Eh ben, j'ai trouvé l'empreinte de ton talon dans la ruelle. Voilà la preuve. Mais je me suis expliqué là-dessus, voyons. Oui, peut-être, mais ça m'a fait réfléchir. Et maintenant, il est question de l'empreinte d'un doigt sur la gamelle. Je
croyais que c'était la mienne, mais on dit ici dans le rapport qu'il s'agit de la tienne. Or, depuis le moment où le gosse m'a donné cette gamelle, tu l'as pas touchée. De plus, quand je l'ai eu en main, la gamelle, le fromage était trop durci pour qu'un pouce puisse y laisser son empreinte. Mais quand la poubelle a été déposée dans l'impasse vers minuit, le fromage était encore mou. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est à ce moment-là que t'as sorti la bande magnétique de la gamelle, après avoir tué Amalfi. Et c'est comme ça que t'as laissé ton empreinte. Brochet resta bouche bée, comme un poisson hors de l'eau, qui étouffe, qui suffoque. Il essaya de nier, mais en vain. En rentrant chez lui ce soir-là, Saumon se demandait qui serait son nouveau collègue. Il espérait bien que celui-ci porterait un nom plus passe-partout, afin que les collègues du commissariat ne puissent plus faire de jeux de mots subtils. Quelle ne fut pas sa surprise le lendemain en apprenant que le jeune inspecteur avec lequel il ferait désormais équipe s'appelait La Carpe. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, ça fait des bulles de Lawrence Street.